tous et à toutes, à tous ceux et celles qui sont à la base et celles et ceux qui nous suivent en ligne. Donc je suis Eva, je suis chargée de programmation de la base et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir la revue Projet pour une table ronde sur ce que l'écologie fait à la politique. Et avant de leur passer la parole, je vais vous faire une petite présentation de ce que c'est la base. Donc pour celles et ceux qui sont sur place, vous le voyez, donc vous êtes dans l'espace du bar associatif. C'est notre espace ouvert au public qui sert à faire des événements comme ce soir, mais aussi à recevoir tout le temps des gens qui se posent des questions sur l'écologie en général et sur la justice sociale. Ça permet de faciliter notamment l'engagement dans ce mouvement. Les gens viennent et ils peuvent tout simplement poser leurs questions aux bénévoles qui sont derrière le bar. Et donc ça facilite l'engagement de chacun. Au-dessus de vous, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des espaces de travail où du coup, travaillent différentes organisations comme Notre Affaire à tous, Alternatiba, il m'en vient plus alors qu'il y en a 70. Bref, il y en a beaucoup, parties prenantes, enfin voilà, beaucoup d'organisations différentes. Parce qu'un des buts du lieu, c'est aussi de créer de la synergie entre les organisations, donc le fait de travailler dans un même espace, et de les soutenir en termes logistiques. Donc nous, on a un lieu qui existe depuis 2019, donc ça va faire 2 ans et demi qu'on est ici, qu'on continue à tenir ses objectifs malgré la crise et malgré les trous devant la base. Et du coup, petite nouvelle, alors si vous voulez vous engager avec nous, vous pouvez tout trouver sur notre site pour devenir bénévole et même pour rejoindre les espaces de travail, il y a encore de la place. Et en ce moment, on recherche activement notre futur lieu parce que l'aventure ici va se terminer. Donc on recherche un lieu de 700 m² dans le centre de Paris. Vous vous dites, waouh, c'est un peu détaré, mais on a trouvé la première fois. Donc on cherche idéalement ça, donc 600 m² plutôt autour de République, pour les mobilisations, tout ça. Mais ça peut aussi être 2 lieux qui soient côte à côte. Si vous avez des idées, globalement, il y a toutes les infos sur notre Facebook, sur notre site internet. Vous passez devant un bâtiment qui vous paraît vide, qui vous paraît bien pour la base, et ben vous envoyez l'adresse et un contact si vous avez, et ça nous aidera beaucoup. Merci à tous et à toutes. J'espère que ça va être une super table ronde. J'ai confiance. Et je passe la parole à Agathe. Bonne soirée. Donc, bonjour à tous et à toutes, et merci d'avoir répondu présent pour cette soirée débat, la première depuis le Covid. Donc on est vraiment très contents d'être là, en présentiel. Et on voulait, en fait, à 3 jours de la clôture des élections départementales et régionales, on voulait se poser vraiment la question de ce que l'écologie fait à la politique. Parce que pour nous, militantes et militants de l'écologie, chaque scrutin repose un peu à sa façon. La même question, comment est-ce qu'on peut mettre l'écologie au pouvoir et quel rôle les urnes ont-elles à jouer dans cette mise au pouvoir de l'écologie? Et on le sait tous et toutes, écologie et politique ne font pas toujours bon ménage, qu'on pense au manque de volonté, à l'inertie institutionnelle, aux mécanismes antidémocratiques ou à la pression de l'économie capitaliste et à l'injonction à la croissance. Tout cela explique le désaveu de beaucoup de citoyens et de citoyennes quant à la capacité même de l'État à vraiment engager une transition écologique à la hauteur des enjeux. Mais tout de même, depuis la première candidature écologiste en 1974 de René Dumont, l'écologie a vraiment transformé le champ politique et l'arène politique française. Donc on se demandait, près de 50 ans plus tard, quels sont les liens qu'entretiennent l'écologie et la politique. Et pour répondre à cette question, autour de cette table, on accueille Simon Persico, Manuel Desrolets et Xavier Ricard-Lanata. On devait aussi accueillir Corinne Morel-Darleux, qui malheureusement est malade et n'a pas pu se joindre à nous. Donc voilà, elle en est très désolée. On va commencer avec vous, Simon Persico. Vous êtes spécialiste des partis et de leur politique environnementale. Vous enseignez à Sciences Po Grenoble. Et vous affirmez que les partis écologistes ont profondément bousculé le système partisan depuis 1974 à peu près. Vous argumentez que pour gagner la bataille des urnes et mettre l'écologie au pouvoir, les partis de gauche et écologistes n'ont pas d'autre choix que de faire front commun. Que dire alors des résultats aux élections départementales et régionales qui se sont clôturées il y a quelques jours au vu de cette analyse? C'est bon. Bonjour à toutes et tous. Vraiment, merci. Je suis très heureux d'être là. Je suis heureux d'être à la base. C'est la première fois que je viens dans ce lieu qui est quand même un peu désormais connu pour le mouvement écologiste, avec cette volonté justement de rassembler différentes organisations, de faire groupe, de faire front d'une certaine manière. Très heureux aussi de l'invitation de la revue Projet. Donc,
pour ceux qui n'ont pas suivi, je fais la petite pub, c'est un numéro spécial de la revue Projet sur ce que l'écologie fait à la politique, dans lequel j'ai commis un article sur ce que je vais essayer de raconter un peu rapidement maintenant. Et où vous trouverez toute une série d'articles aussi intéressants sur les différentes dimensions, le rapport à la démocratie, à l'autoritarisme par exemple, un article qui m'avait un peu marqué sur le ministère de l'Environnement et pourquoi est-ce que c'est le ministère de l'impossible, hein, comme le disait Robert Poujade, c'est-à-dire un ministère qui est incapable de s'imposer dans les arbitrages interministériels. Pour partir d'un peu plus loin de où on est aujourd'hui en 2021, le lendemain d'élections régionales, qui sont, malgré un certain nombre de commentaires, c'est pas du tout un échec pour Europe Écologie Les Verts et élargi, hein, puisque désormais Europe Écologie Les Verts tisse des alliances quasi systématiques avec des partis comme Génération Écologie, ce qui est aussi encore ce travail d'agrégation autour de l'écologie politique comme idéologie, comme manière de penser l'après, manière de penser les transitions. N'est pas un échec, même si c'est pas non plus une grande victoire, vous l'aurez noté. Je pense qu'au lendemain des municipales de 2020, qui là pour le coup était vraiment un événement historique dans le développement de l'écologie politique, même en Europe plus largement, parce qu'il y a quand même toute une série de grandes villes et de petites communes qui sont désormais gouvernées par les Verts. Et pour habiter à Grenoble, je peux vous assurer quand même que ça change les choses pour le coup quand c'est gouverné par des écologistes. Ça change pas tout de suite très vite, mais il y a des transformations durables qui s'opèrent. Effectivement, je pense qu'il y a un an, on aurait pu se dire voilà, c'est régional, ce serait vraiment une étape de plus avec des conquêtes d'exécutifs régionaux importantes, parce que de fait, vous avez des régions dans ce pays qui, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue des valeurs des citoyens et des citoyennes qui habitent dans ces régions-là, etc., sont prêtes d'une certaine manière. Et à faire cette transition. Et après, il s'est passé le petit jeu politique, les divisions, des stratégies pas forcément claires qui ont empêché ces victoires-là. Alors, je vais juste rappeler un peu ce que je raconte dans le papier, qui est qu'est-ce que c'est que l'écologie politique dans le fond ? L'écologie politique, c'est un nouveau clivage. C'est un nouveau clivage qui vient, à partir des années 60, remettre en question le développement productiviste, les formes de développement productiviste, des formes de développement qui étaient totalement dominantes et qui faisaient complètement consensus dans l'espace politique depuis la révolution industrielle quasiment. Avec du coup ce principe, ce message central qui est attention, cherchez absolument la croissance à tout prix, l'extension de la production, l'extension de la consommation nous mène au désastre. On a mis du temps à s'en rendre compte, parce qu'au début, la révolution industrielle, je peux vous assurer que pour l'humanité, c'était quand même un grand kiff, d'une certaine manière. Quand vous inventez des moyens de transport qui raccourcissent les distances, quand vous inventez le vaccin, quand vous inventez même les biens de consommation courante, quand vous luttez contre la malnutrition, etc. C'est tout ce qu'a apporté la révolution industrielle. On comprend bien que l'humanité a mis durant un certain temps à se rendre compte des effets pervers et des effets négatifs de ça. Donc c'est pour ça que ça a mis plus de 100 ans en fait à apparaître. Et c'est un jeu de gagne petit. Le développement de ces nouveaux conflits qui structurent la vie politique, c'est étape par étape. C'est la candidature de René Dumont en 1974 qui fait quelques 2%, et puis progressivement, c'est l'installation dans quelques conquêtes électorales, des premiers élus au niveau local, des premiers élus au niveau national, la participation à des gouvernements, etc., étape par étape. Et on est aujourd'hui à une étape un peu charnière du développement de l'écologie politique. Alors, un point juste sur régional, parce que je pense régional et départemental, parce que c'est important moi, je suis quand même avant tout électoraliste, j'aime bien regarder les résultats électoraux, et je crois que c'est un peu ce que vous avez envie qu'on raconte aussi ici. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce qui s'est passé à ces élections. La première, c'est que dans un contexte d'abstention massive, la première le premier résultat de ces élections, c'est que quiconque était sortant a été réélu. Vous n'avez absolument aucune alternance dans aucune des régions métropolitaines. Les seules alternances ont eu lieu à La Réunion et en Guyane. Vous n'avez aucune alternance à l'issue de ces régionales. Et par ailleurs, du coup,
même si les écolos avaient peut-être des velléités de passer devant le PS dans les régions gouvernées par la gauche, c'était de fait, en fait, impossible. On le sait après, j'aurais pu un peu, je le disais déjà avant, parce que j'ai aussi pris mon bâton de maréchal pour essayer de faire en sorte que l'union se fasse la plus large possible, pas forcément derrière les écolos, en disant, de toute façon, vous êtes un bloc large, homogène, c'est pas la peine d'aller chercher à battre des Carole Delga, par exemple, dont on sait très bien que présidente sortant, à l'issue d'un premier mandat, c'est dur à battre, et puis elle porte une partie seulement peut-être, mais des idées écologistes, donc c'était difficile. Mais par contre, il aurait été intéressant, et ça aurait donné des résultats totalement différents, une dynamique de campagne aussi totalement différente, de réussir à faire l'union derrière les écologistes dans un certain nombre de régions, ici en Ile-de-France par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, d'où je viens aussi, où voilà, les Verts gouvernent Lyon, la métropole de Lyon, Annecy, Grenoble et tout, donc ça aurait eu du sens, et puis ça aurait donné une dynamique de campagne beaucoup plus forte. C'est pas ce qui s'est passé, et en même temps, il y a des indications claires. La première, c'est que les socialistes, qui avaient pourtant déjà vécu une élection régionale en 2015, la dernière, qui était une des pires de leur histoire, ont encore perdu 8 points au niveau national. Ils ont perdu 8 points, alors même qu'ils font des très bons scores en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne un peu moins, en Occitanie, etc. Et par contre, les Verts, eux, gagnent 6 points. Donc vous avez vraiment une logique de dynamique positive pour les écolos, puis de situation assez difficile pour le PS. Le deuxième point, et ça c'est aussi quelque chose qui a été sous-expliqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une concurrence directe entre les différentes forces de gauche, et notamment en Pays de la Loire, en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes, les Verts sont arrivés devant. Devant de peu, mais devant quand même. Et alors même qu'on sait que, vu la structure de l'électorat, c'est plutôt les vieux qui sont allés voter lors de ces élections. Les jeunes se sont complètement démobilisés, alors que le cœur de l'électorat écolo est désormais très jeune. Et ben, ils étaient quand même devant. Donc ça, c'est des signes qui ne trompent pas d'une certaine manière. Mais après, on voit bien que cette petite bataille pour savoir qui possède le leadership d'un espace de gauche un peu éclaté est complètement contre-productive, puisqu'elle empêche de conquérir des régions, d'obtenir des victoires sur la droite. C'est bien de garder ce qu'on a déjà. Ça aurait été quand même un peu mieux de... Parce que je peux vous assurer un point, c'est que les politiques menées dans les régions de droite, là, pour le coup, pour savoir ce que l'écologie fait à la politique, là, c'est plutôt la politique ne fait absolument aucune écologie. Quand vous regardez, je sais pas, le programme de Laurent Wauquiez, par exemple, c'est totalement... Enfin, c'est hostile. Et il le dit presque clairement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des effets un peu de présentation consensuelle, ok, on va être vert et tout ça. Je l'ai étudié à plusieurs reprises. Vous avez vraiment une reprise des enjeux environnementaux, mais on refuse absolument d'avancer dès que ça commence à devenir conflictuel. Et je vais finir par là, c'est que, parce que j'imagine que je suis bientôt à 8 minutes, l'écologie, c'est quand même quelque chose de conflictuel. C'est quelque chose qui fait mal. Il y aura des perdants. Ils sont plutôt du côté des dominants. Donc ça, c'est aussi pourquoi ça fait un lien très clair avec pourquoi est-ce que finalement on sait maintenant que ça s'inscrit du côté de la justice sociale. D'ailleurs, vous voyez bien, un lieu pour s'engager contre le dérèglement climatique et pour la justice sociale. Maintenant, on le sait. Fin du monde, fin du mois, c'est la même chose. Ça a mis du temps à ce qu'on s'en rende compte. Mais maintenant qu'on s'en rend compte, c'est important que et les écologistes et les autres forces de gauche qui s'inscrivent quand même dans des batailles historiques du mouvement pour le progrès des droits humains, etc., comprennent qu'elles œuvrent dans le même sens et arrêtent ces espèces de batailles picrocolines. C'est un vœu pieux, d'une certaine manière, et en même temps, vous avez là, en ce moment, des opportunités dans l'espace public pour que ça se passe un peu différemment. Bon, j'ai toujours tendance à regarder les choses du côté positif. Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, le pessimisme n'apporte absolument rien. Le pessimisme n'apporte absolument rien parce que, franchement, plus 2 degrés ou plus 3 degrés, par exemple, un réchauffement, c'est beaucoup mieux qu'un réchauffement à plus 4, qui lui-même est beaucoup mieux qu'un réchauffement à plus 5. Donc, toute petite victoire est bonne à prendre. Et vous avez des opportunités parce qu'il va se passer des choses du côté des écolos. Vous avez une primaire écolo à laquelle tout le monde peut voter. Alors pour l'instant, c'est vrai que ça sort des radars, mais mine de rien, c'est cette force politique qui porte ça et qui décide de déterminer son leader. Donc c'est une des solutions. Puis après, vous avez la primaire populaire, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, qui essaye de forcer ces organisations qui sont très réticentes à l'union à avoir une logique de désignation citoyenne collective. Et on ne s'en sortira que par ça. C'est-à-dire que vous avez des organisations partisanes qui s'affaiblissent parce qu'elles sont délégitimées aux yeux de la plupart des citoyens, et notamment des jeunes. Mais vous avez par ailleurs, dans la société, des transformations fondamentales, des valeurs, des organisations avec toute une série de
mouvements sociaux qui se développent, qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent et qui ont envie de travailler ensemble. Et donc, si j'ai un message à faire passer, c'est on ne fera pas sans la vie partisane, parce qu'en fait, ce sont les partis qui organisent la démocratie représentative, et donc il faut rentrer dedans, il faut les obliger à bouger, il faut les considérer sérieusement, il faut aussi aller voter. Mais deux, les partis ne feront absolument rien sans des dynamiques citoyennes. Et donc, en tant que citoyen, là je parle à Facebook et je parle aux gens qui sont venus aussi, allez-y dans les deux, et les deux, portez ce discours, c'est-à-dire vous allez dire aux partis, attention, allez chercher les citoyens, et vous allez dire au mouvement citoyen, on ne peut pas que faire du plaidoyer et de l'action extérieure. Il faut s'engager dans la démocratie représentative parce que sinon elle tourne sans nous. Et quand elle tourne sans nous, ça donne l'affrontement Macron-Le Pen. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Simon. Je rappelle que vous êtes spécialiste des partis politiques et de leurs politiques environnementales et que vous enseignez à Sciences Po Grenoble. Vous parliez de la mobilisation citoyenne, de l'engagement absolument nécessaire des citoyens, ce qui me permet de la transition avec vous, Manuel Desrolets. Vous êtes délégué général du CCFD Terre Solidaire, donc Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui agit pour la justice sociale et climatique en France et dans le monde. Donc au moyen notamment donc, de la mobilisation citoyenne, mais aussi du plaidoyer. Et vous avez notamment décidé de vous investir en tant qu'organisation dans la COP26, alors même que c'est un espace de négociation qui est déserté par de nombreuses organisations de la société civile. Alors pourquoi ? Que peut-on réellement attendre de ces espaces de négociation supranationaux ? Et en quoi peuvent-ils être un lieu du rapport de force avec l'État français ? Oui, bien, merci d'abord de l'invitation du CERAS et de la revue Projet. C'est pour nous toujours un plaisir pour le CCFD Terre Solidaire de participer à ces espaces de réflexion, production d'idées qui nous nourrissent vraiment, et aussi parce que la revue Projet est un lieu où se croisent différents acteurs de la pensée sociale et dont on a vraiment besoin aujourd'hui pour nourrir nos alternatives et nos engagements. Alors, merci beaucoup. On est toujours très, très heureux de répondre favorablement à ces invitations. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que investir la COP26, investir aussi un lieu du multilatéralisme qui est aujourd'hui très mis à mal par les États occidentaux, par le lobby des entreprises, par l'inertie collective, et qu'il faut continuer d'y croire. Et continuer d'y croire, c'est continuer de les investir et de les prendre au sérieux. Donc c'est dans cet esprit-là que le CCFD Terre Solidaire continue d'investir dans les COP. La deuxième chose par rapport à cet investissement, c'est quand même un lieu où des choses peuvent se décider, des lois peuvent se décider, des orientations peuvent se prendre. Et il faut que nous, citoyens, nous restions extrêmement vigilants des orientations qui peuvent être prises. À titre d'exemple, et c'est ce que ma collègue relève dans un article je souscris cette excellente revue. À titre d'exemple, aujourd'hui, ça marche mieux comme ça ? Oui. À titre d'exemple, aujourd'hui, et à la COP26 à Glasgow, va se décider des orientations sur les marchés carbone. Alors, ça peut paraître un truc extrêmement technique, ça, les marchés carbone. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de considérer que la solution au réchauffement climatique, c'est la captation du carbone dans les sols et d'organiser la possibilité, notamment pour les grandes entreprises multinationales, de compenser le carbone qu'elles émettent en créant des puits carbone et en négociant avec les États la récupération de terres pour créer ces puits carbone. Alors, premièrement, ce n'est pas une solution qui va permettre de régler le réchauffement climatique. C'est une mesurette. Deuxièmement, on n'a aucune preuve que dans la durée, le carbone soit effectivement retenu dans les terres. Et troisièmement,
ces transactions vont produire quoi? Vont produire de la captation de terres agricoles à des petits paysans qui se verront spolier leurs terres et avec des dangers effectifs sur les droits humains, avec tout ce que ça peut comporter que d'agir ainsi. Donc cet article 6 qui sera négocié à la COP26, il faut s'y opposer et s'y opposer fermement. Et comment le faire? En continuant un travail de plaidoyer classique. Le CCFD Terre Solidaire, avec d'autres organisations, sera présent à la COP26 et mènera son travail d'influence, aura produit en amont un rapport d'expertise suffisamment solide pour pouvoir argumenter et prouver que cette solution n'est pas une solution. Et puis, bien sûr, ce travail d'influence ne peut avoir un réel poids que s'il s'accompagne d'une mobilisation citoyenne forte. Donc d'organiser avec d'autres organisations la mobilisation citoyenne en amont et pendant la COP26. Voilà, c'est un exemple concret de l'enjeu d'une COP et de l'enjeu de mettre en synergie la mobilisation d'un maximum de citoyens avec un travail pour faire bouger concrètement une loi qui n'est pas une réponse au réchauffement climatique et qui ne doit pas être la solution prônée demain pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Je dirais, il y a une autre forme de mobilisation citoyenne qui est importante pour nous, c'est celle de tous ces réseaux d'acteurs à travers le monde qui, au contraire, mettent en place des initiatives alternatives et qui apportent des réponses. Donc, au niveau du CCFD Terre Solidaire, une des réponses en matière agricole, parce que c'est quand même une de nos spécificités depuis longtemps, c'est l'agroécologie paysanne. Cette agroécologie paysanne, elle est déjà mise en place dans un certain nombre de pays à travers des associations, des coopératives, tout un tas d'acteurs. Ce qui est important, c'est non seulement de soutenir ces acteurs, mais aussi de les réunir, de les mettre en réseau et d'arriver à travers des initiatives locales à faire système, à montrer des voies alternatives véritablement opérantes et à leur donner la parole, à ces acteurs pour peser dans le débat citoyen. Voilà, c'est aussi un des enjeux pour nous. Ces acteurs des sociétés civiles, on les appelle nos partenaires, c'est de leur donner la voix et de leur permettre de s'exprimer aussi à l'occasion d'un événement comme une COP. Voilà. Merci beaucoup, Manuel. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment un chaînage qui peut être effectué entre la mobilisation citoyenne et qu'elle peut remonter jusqu'aux instances multilatérales comme les COP. Xavier Ricard, vous êtes ethnologue, vous êtes philosophe et directeur de recherche au CNRS. Et contrairement à ce qui pourrait apparaître contraire à tout ce qui a été dit, vous affirmez que l'État, dans son état actuel, donc dans sa conception capitaliste et bourgeoise, en tant que garant de l'accumulation du capital, constitue aujourd'hui un obstacle à l'avènement d'une réelle écologie politique. Alors, est-ce que, selon cette conception de l'État, les écologistes devraient déserter les urnes ou choisir de construire un autre modèle? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'État sorte de cette conception qui l'empêche d'aller vers une véritable transition écologique? Je saisis le micro qui est ici. Est-ce qu'il fonctionne? Pas du tout. Si, il fonctionne très bien. Ah bon, très bien. Bien, merci de votre invitation. Alors, en effet, la question de l'État... Alors, je précise que je suis haut fonctionnaire, donc... je suis placé moi-même dans une situation ambiguë. Alors j'aurais beaucoup de choses à répondre à ce qu'ont dit Simon et Manuel. Je vais commencer par marquer un petit désaccord vis-à-vis de ce qu'a dit Simon, parce qu'en effet, la prise de conscience peut-être de l'opinion a été lente sur les effets du développement et la catastrophe écologiste ou écologique que ce développement entraînait.
Mais ça, c'est l'opinion. En réalité, la pensée de l'écologie s'en est très rapidement rendu compte, puisque l'écologie politique est née en France avec les écrits fondateurs et vraiment prophétiques de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul, notamment leur manifeste personnaliste ou les directives pour un manifeste personnaliste qui date de 1935. Donc en pleine entre-deux-guerres, à l'époque où les principaux belligérants sont en train d'accumuler des moyens de puissance, ils sont les tout premiers à critiquer le développement des techniques de masse et de l'État en tant que précisément il est garant du fonctionnement d'une société qui rend ces techniques de masse efficaces. Il parle même de statolatrie. Donc il y a une critique à la fois de l'État et de la technique comme système de contrôle. Donc cette prise de conscience, elle est très précoce, au contraire, disons, du point de vue de l'histoire des idées. Elle est extrêmement précoce. 1935, c'est quand même étonnant d'y penser aujourd'hui. Il condamne d'ailleurs dans le même mouvement la société capitaliste et la société communiste qui partagent cette fascination pour la technique. Absolument. On peut y voir une préfiguration des travaux qui suivront après-guerre de l'école de Francfort, qui critiquera également la dérive de la technique instrumentale, le développement d'une technique qui devient autonome d'un devenir humaniste ou d'une pensée de l'humain. Eh bien, c'est 10 ans plus tôt que les précurseurs de l'écologie politique ont développé des idées très originales sur le rapport entre l'homme et la technique. Alors, qu'est-ce que l'écologie fait à la politique? C'est déjà ça. Ça commence par là, c'est-à-dire une critique frontale de la société technique et de ce que Charbonneau va appeler les systèmes de fatalité, c'est-à-dire une organisation macrosociale qui repose entièrement sur le développement des techniques de masse et où la liberté de l'individu est impuissante. L'homme ne peut pas choisir son destin parce que l'ensemble des contraintes qui s'imposent à lui sont tellement importantes qu'il est enfermé dans un système où le choix est impossible. Il ne peut pas décider librement de son destin parce qu'il lui faudrait s'arracher à l'ensemble des déterminations techniques qui forment la vie sociale. Alors, la première réponse que je veux apporter à cette question, à mon avis, il y en a deux principales. Mais la première, et je vais chercher cette réponse dans l'œuvre de Bernard Charbonneau lui-même, c'est que l'écologie entraîne une forme de préférence pour le local. Charbonneau demande aux écologistes de faire sécession, de se retirer en quelque sorte de l'État et de la société en tant qu'elle est déterminée par la vie administrative, de faire sécession et de se replier en communauté autonome où l'homme récupérerait l'expérience directe de sa liberté. Dans un rapport spontané à la nature, l'homme pourrait recouvrer une forme de liberté que, justement, les techniques de masse lui ont ôtée. Alors, même dans notre société contemporaine, cette préférence pour le local s'observe. Une espèce de doute à l'égard de tout ce qui est national, un sentiment de déprise du national vis-à-vis des enjeux écologistes qui sont des enjeux éprouvés au plus près du terrain, dont l'homme fait l'expérience directe dans sa vie quotidienne, la dégradation des cours d'eau, les problèmes de biodiversité. Ils sont éprouvés à l'échelon local. Et on a le sentiment que
les politiques publiques sont très éloignées de pouvoir agir efficacement à cet échelon-là. Donc il y a une réévaluation des politiques locales. Voilà. Et alors de ce point de vue, je dirais à Manuel, que Madame la déléguée générale, que l'écologie, c'est très loin d'être le climat. Parce que bien avant le climat, l'écologie, c'est d'abord une sensibilité, n'est-ce pas ? C'est un rapport à la nature qui imprègne l'expérience humaine, qui fait de l'homme un être presque poreux. Le climat, c'est un enjeu qui est maintenant devenu un enjeu en effet multilatéral, marqué par les publications des rapports du GIEC, et où la question prédominante, ce sont les émissions de CO2. Mais voilà, les émissions de CO2, c'est typiquement la question technique par excellence. Vous voyez, on a parlé de puits, de carbone. Bon, voilà, alors là, vraiment, on entre dans des discussions extrêmement complexes, extrêmement précises et techniques, qui n'ont rien à voir avec ce que j'appellerais, moi, la sensibilité écologique, qui est vraiment une question de manière d'éprouver le monde, de l'éprouver justement au regard de sa liberté. Qu'est-ce que la nature fait à notre liberté ? Elle ne fait pas que la contraindre, au contraire, elle témoigne d'une liberté différente. Il faut que je parle dans le micro, c'est ça, Benoît ? Bon, j'étais loin de parler dans le micro, j'étais très loin de parler dans le micro. Voilà. Là, j'espère que je suis davantage conforme aux attentes. Est-ce que c'est le cas ? Oui ? Bien. Alors donc... Merci beaucoup, Xavier. Du coup, non, mais alors, je n'ai pas fini. L'autre point, c'est que véritablement, et pour la raison même que l'écologie est une affaire d'expérience, eh bien, je crois qu'elle encourage un désistement de tout ce qui relève non seulement du national par rapport au local, mais aussi du politique par rapport à l'action, par rapport à justement l'action associative, la pratique associative. Je pense que l'écologie, elle encourage une forme de réinvestissement du pratique et au contraire un désinvestissement du politique. Voilà. Regardons les résultats des dernières élections nationales. Je me demande, des dernières élections, à l'échelle nationale, 70% d'abstention. Je me demande si l'expérience récente de l'écologie politique, en tant qu'elle donne l'occasion d'une façon nouvelle de faire ensemble, n'a pas un rapport avec ce progressif désintérêt vis-à-vis des politiques nationales, et donc vis-à-vis du politique à l'échelon national que Simon a très bien rappelé, les partis, le développement des partis écologistes. Est-ce que ça finit pas par devenir vraiment totalement hors sujet par rapport à une aspiration qui est une aspiration à l'action et à l'expérience directe ? Ça, il me semble que c'est dans la matrice écologiste. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un désintérêt qui est marqué par les 70% d'abstention, en tout cas en Île-de-France, et un désaveu des structures démocratiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Et ça fait écho à ce que vous aviez écrit aussi, Simon, sur le fait qu'en fait, nos démocraties représentatives, elles sont étroitement liées au système productiviste. Elles sont construites en parallèle du système productiviste. Et donc, c'est logique que par rapport à l'écologie sensible, les deux aient du mal à fonctionner ensemble. Et c'est peut-être ça qui explique ce désaveu. Il y a même une contradiction. Et du coup, Simon, comment est-ce qu'on peut vraiment... Quelle démocratie faudrait-il inventer pour réussir à la décorréler de cette société productiviste ? Est-ce que c'est possible ? Je pense que c'est possible. Mais je vais d'abord faire une réponse assez rapide et dire que, en gros, les gens ne s'intéressent pas à l'échelle nationale, par exemple, ou à la vie politique nationale. Hélas, et le côté le local, le retour au local qui engagerait plus les citoyens, etc., c'est quand même pas ce qui se passe dans la réalité, parce que à la présidentielle, par exemple, qui est l'élection la moins démocratique au sens de capacité à présenter des projets collectifs avec une représentation équilibrée des différentes forces, proportionnelles, etc., ben là, vous avez plus de 80% de participation.
C'est-à-dire qu'en gros, les gens s'intéressent à cette espèce de course des petits chevaux, surmédiatisée, très personnalisée, qui a un effet déterminant sur le contenu des politiques publiques, parce que l'État, même s'il est dysfonctionnel et qu'il est une partie du problème, parce que vous avez tout à fait raison, l'État est aussi là pour permettre l'accroissement de la force productive et le développement du capitalisme. Et en fait, finalement, cette compétition politique partisane au niveau national, elle suscite une mobilisation des électeurs qui, à mon avis, serait très dangereuse de s'écarter. C'est-à-dire que si on ne réussit pas à imposer nos thèmes, imposer des candidats, imposer des projets dans cette compétition-là, qui finalement intéresse, mobilise, suscite le vote des électeurs, je pense que c'est très risqué, parce que ce système-là fonctionne sans nous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement le lien entre croissance économique, développement du productivisme, développement industriel et démocratie. Et c'est vrai, c'est factuellement vrai, c'était un des grands résultats de la science politique, qui est de dire les démocraties libérales, en tout cas celles où on donne le droit de vote, où on accorde des droits, des libertés fondamentales, d'expression, de liberté d'expression, liberté d'association, etc. Tout ça, c'est les enfants de la révolution industrielle. Et pendant très longtemps, il y avait une corrélation quasiment parfaite entre le fait d'avoir du développement économique, de la croissance économique, et le fait d'accorder ces droits et d'avoir un régime de représentation. Cette corrélation, elle est désormais fausse. Parce qu'en fait, vous avez des pays qui se développent à pleine vitesse et qui sont des régimes autoritaires. Et même aujourd'hui, les régimes autoritaires, c'est là où se crée le plus de valeur au sens purement économique du terme. Donc cette corrélation s'arrête. Et puis par ailleurs, vous avez de toute façon, de manière factuelle, en Europe, un déclin de la croissance économique. Pour rappel, depuis les années 70, on perd 1 point de croissance économique en moyenne tous les 10 ans. On est bientôt à 0. Et donc, il va falloir savoir faire sans. Le problème, c'est qu'il y a une grosse tension. Parce que l'État, y compris les bonnes choses de l'État, par exemple l'État-providence, je pense que tout le monde est d'accord que c'est une bonne idée de pouvoir apporter des garanties en termes de soins, en termes d'éducation, en termes même d'infrastructures, de transport, de tous les trucs qui sont mis collectifs. Alors certes, ça peut être très technologique et donc de mettre à des dépendances malsaines, mais en même temps, on est quand même content d'avoir un État-providence, etc. Il fonctionnait sur cette redistribution des richesses. Donc il faut savoir faire sans. Comment on fait sans, à mon avis ? C'est en prenant le petit pas de côté, qui est de dire, OK, on a atteint un régime de croisière qui est au-dessus de nos moyens, en tout cas au-dessus des capacités régénératrices de la planète, mais dont on n'a pas spécialement envie de se passer. Donc, faire un choix collectif de qu'est-ce qu'on garde, parce qu'il y a des choses qu'on veut garder, et qu'est-ce qu'on laisse. C'est un peu ce que proposait Latour pendant le confinement, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il avait fait un espèce de questionnaire de dire qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas, où je suis par rapport à ce que j'aime bien et ce que j'aime pas, etc. Qui est un questionnement, à mon avis, qui doit se faire au niveau individuel, mais qu'on doit réussir à porter au niveau collectif. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à partir du moment où on se donne les manières de décider collectivement, de réfléchir collectivement de manière intelligente, en multipliant les prises de position, les positions, c'est-à-dire en prenant des individus qui sont différents, qui ont un regard différent, qui apportent en fait un angle d'analyse sur la situation différent, on aboutit à un très fort consensus sur ce qu'on a envie de garder et ce qu'on a envie de rejeter. Ça, c'est l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat. L'exemple de la Convention citoyenne pour le climat est assez fascinant de ce point de vue-là, où en fait vous avez un moment de prise de conscience très fort de gens qui viennent d'horizons différents, et où je peux vous dire que les 2 premières séances de la Convention, ça bastonnait à l'intérieur. Parce que, quoi ? Mais il faudrait faire ça, nanana. Et où en fait, ça aboutit au final à des propositions qui sont beaucoup trop radicales pour l'État. On l'a vu, puisqu'ils ont débranché tout les uns après les autres. La loi climat est franchement complètement honteuse par rapport à ce qui était proposé à la suite de la Convention citoyenne pour le climat. Donc je pense vraiment c'est ça. C'est la croissance, elle a débouché sur la démocratie libérale. Juste le vote, la délégation de compétences à des personnalités élues qui deviennent des professionnels de la politique et qui décident sans nous. Et je pense que ce moment de l'écologie politique, ça doit aussi être un moment de transformation assez radicale de notre démocratie, en disant il faut faire confiance au point de vue des individus, à des individus différents. Il faut faire confiance. À l'époque, on peut comprendre. Je veux dire, vous aviez au XVIIIe siècle, d'ailleurs, la démocratie, c'était une insulte à la Révolution française. On parlait de régime représentatif, on ne parlait pas de démocratie. Aujourd'hui, c'est clair qu'il faut faire confiance. Et en fait,
en se disant, quand on mélange ces points de vue, quand on organise les débats qui permettent une expression claire et une détermination et autour de la recherche plutôt du consensus, enfin du compromis en tout cas, la recherche du compromis avec des logiques de tirage au sort ou de démocratie directe, etc., eh bien vous aboutissez à des résultats qui sont beaucoup plus intéressants qu'une démocratie qui ne fonctionne que sur la délégation. Tous les 5 ans, on fait un espèce de check de contrôle, alors même qu'on sait tous les travers de la démocratie représentative aujourd'hui, de la capacité à manipuler, de la capacité à faire des effets de propagande, de la capacité à simplifier énormément les débats. Donc voilà, je pense vraiment ce lien entre radicalisation démocratique d'une part et du coup radicalisation des politiques écologistes d'autre part. Merci beaucoup. Le temps file. On va prendre les questions de la salle, s'il y en a, et du live. Allez, on passe directement à la deuxième question. Colère, une intuition. Merci pour l'éclairage. Je voudrais poser comme question, je vois bien que la proposition de Simon Persicos, c'est de peut-être avoir un autre type de politique. Or, quand on regarde comment est-ce qu'on peut gérer les communs, les biens communs, on peut imaginer que la nation, la planète, c'est un bien commun. Il y a toujours la question de la communauté qui est responsable du bien. Et il me semble que dans ce que j'entends ici, la question de la communauté qui fait, enfin la politique pour qui, je pense que par exemple dans la conférence citoyenne, je cherche le mot maintenant, voilà, il n'y avait pas non plus de responsabilité de mettre en œuvre. Donc on peut très facilement être d'accord sur quelque chose qu'on ne va pas devoir assumer. Donc il y a cette question de qui, du qui. Moi, j'ai une question plutôt pour Xavier Ricard. C'était sur le. Vous avez dit tout à l'heure que l'écologie encourageait un désinvestissement du politique et un réinvestissement du pratique. Moi, c'est pas ce que je lis dans l'histoire de l'écologie politique et pas dans telle qu'elle est vécue aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit dans voilà les enjeux électoraux, bon, c'est une partie, mais la base des gens qui se mobilisent pour faire changer sur l'écologie, que ce soit au Jardin d'Aubervilliers, que ce soit sur la ZAD, que ce soit voilà, dans les soulèvements des terres, dans plein d'endroits, ils sont pas en train de dire nous on fait notre petit truc dans notre coin. Enfin, moi j'ai pas du tout l'impression que c'est ça juste qui me dérange. Je comprends très bien la critique par rapport à l'État et il y a quelque chose qui est légitime là-dedans et qui est vraiment intéressant. Et à la fois les mouvements populaires aujourd'hui qui s'emparent de la question de l'écologie, ils vont bien au-delà. Et du coup, ça me dérange un peu d'être dans un truc théorique de dire il faudrait tous qu'on aille faire notre petit truc pratique dans notre coin, sans chercher à avoir, je parle pas d'électoral, hein, mais de lutte globale, d'avoir essayé d'avoir une espèce d'hégémonie, un truc où on finit par gagner, parce que concrètement... sinon, ça va être voilà, le marché carbone, ça va être les paysans de Landsork en Colombie qui sont directement des zones de réserve paysanne qui sont directement impactées. Enfin, voilà. Donc il y a des conséquences très concrètes. Et du coup, voilà, de dire on s'investit pas du tout pour faire changer les choses à un point de vue un peu plus grand que le pratique très local, c'est un peu, ouais, ça dérange. Merci. On va déjà traiter ces deux questions-là. Simplement, avant, je voudrais répondre par rapport à la désobéissance civile et au CCFD, Emmanuel Desrolets, parce que dans votre dernier rapport d'orientation, vous avez reconnu officiellement la désobéissance civile comme étant un moyen légitime de concourir à vos actions. Et donc, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce qui vient d'être dit par rapport notamment aux ZAD et aux occupations de terrain et aux manières de faire remonter cette action au niveau politique. Et après, Xavier Ricard sur la question qui vient d'être posée. Oui. Le CCFD Terre Solidaire a adopté 2 moyens d'action qui sont
pas nouveau parce que beaucoup d'organisations le pratiquent déjà, mais qui nous semblait important de développer maintenant. D'une part, la désobéissance civile, quand on voit la restriction des libertés, ça devient un moyen nécessaire pour faire entendre les droits citoyens, donc de pouvoir l'adopter en l'état d'un régime de plus en plus autoritaire, où la négociation ne suffit plus, voilà, y compris pour permettre l'expression des citoyens. Et puis d'autre part, la capacité du recours juridique, et donc de pouvoir aussi engager des recours juridiques vis-à-vis d'États, vis-à-vis de multinationales, quand les droits fondamentaux, les droits humains fondamentaux ne sont pas respectés, que ce soit en matière d'environnement ou en matière de droits humains. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que ça nous paraît être des moyens nécessaires pour faire davantage pression, et on les voit bien comme des moyens complémentaires pour pouvoir continuer du plaidoyer, des négociations, des propositions en matière de loi. Voilà. Donc la mobilisation citoyenne, y compris dans le cadre de la désobéissance civile, qu'on a choisi non violente, nous paraît absolument indispensable aujourd'hui pour renforcer nos capacités d'action. Merci beaucoup. Xavier, par rapport à la question et donc au risque de se dépolitiser en revenant trop au local et en se recentrant sur soi. Oui, alors je regrette beaucoup que Corinne Morel-Darleux ne soit pas venue, ce n'est pas pu venir aujourd'hui, parce qu'elle aurait évidemment été tout à fait d'accord avec vous. Le local, ça ne veut pas dire l'isolement et l'absence de coordination ou d'ambition nationale. Il y a une expérience qui est faite de l'action politique à l'échelon local, mais Corinne a été signataire pendant le confinement d'un appel qui s'appelait « Se fédérer », me semble-t-il, qui justement avait pour objet de permettre une articulation des expériences locales pour donner naissance à un programme, disons qu'à quelque chose qui aurait ressemblé à un programme politique national, permettant à ces expériences de prospérer et de faire sens. Et de faire sens, voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas du tout, je ne voulais pas du tout entendre par ce réinvestissement du local une perte totale de vision des enjeux nationaux. Simplement, ils sont un peu désertés au point de vue politique, c'est-à-dire que les luttes politiques ne se situent plus à ce niveau-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vis-à-vis de ce qu'a dit Simon, je marquerai à nouveau un petit désaccord. C'est-à-dire que Bruno Latour est précisément pour moi un homme qui est aveugle aux politiques. C'est-à-dire ce qui consiste à dire, bon, alors on va choisir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas ? Dans la société, il y a des rapports de force qui s'établissent visant à exercer et conquérir le pouvoir institutionnel, instituant et institué, c'est-à-dire le pouvoir sous une forme qui n'est pas simplement l'exercice du pouvoir comme un gorille, n'est-ce pas, au sein de la tribu, mais l'exercice du pouvoir à l'intérieur, justement, d'un système d'état de droit. Bon, cette querelle-là, elle est centrale et elle détermine la façon dont on appréhende l'enjeu écologiste ou écologique. On l'appréhende au regard des possibilités qu'il offre d'obtenir la suprématie politique ou pas. Et donc, quand on se pose la question de savoir ce qu'on va garder ou ce qu'on ne va pas garder, on ne se la pose pas, toute chose étant égale par ailleurs, quoi. On se la pose dans un contexte qui est celui de la lutte pour le pouvoir. Il y a des tas de gens qui ne sont pas du tout prêts à céder, et donc l'expérience de la Convention citoyenne l'a parfaitement montré, à céder à ce bilan, n'est-ce pas, ce bilan en son âme et conscience qu'on effectuerait et qui finalement déboucherait sur
une série de mesures. Voilà, ben non. Non, la série de mesures, elle va pas finalement obtenir le consentement de ceux qui exercent actuellement le pouvoir et qui ont intérêt à ce que ces mesures ne soient pas appliquées. Non, c'est pas parce qu'on a effectué un bilan tout à fait raisonnable de ce qu'il s'agirait de faire que ces choses-là vont finir par triompher des résistances que l'on observe par ailleurs dans la société. Donc voilà, Bruno Latour, un mauvais philosophe. Un très mauvais philosophe. Non, mais je dis parce qu'actuellement, il est à toutes les sauces. On l'invite régulièrement. Parce que finalement, c'est ça, c'est une écologie apolitique. Non, mais en fait, c'est une écologie où la politique a disparu. Qu'est-ce qu'elle fait, cette écologie à la politique? Elle supprime la politique. Ce qui n'était pas du tout le cas des thèses de Charbonneau et Ellul. Elle ne supprimait pas la politique. Au contraire, elle la mettait au cœur du combat écologique. Voilà. En fait, du coup, on s'est un peu mal compris parce que personnellement, je trouve que Latour est complètement à côté de la plaque sur l'opérationnalisation de la prise de décision collective. C'est-à-dire que ce qu'il propose sur que chaque individu fasse son rapport de conscience, je trouve ça absolument génial. Ce qu'il ne pense pas du tout, c'est la manière dont on agrège et dont on dit que ces différentes prises de position collectives, il faut Pour moi, c'est plus que l'opérationnalisation, c'est la manière dont s'élabore la décision collective. Elle ne s'élabore pas par agrégation, justement. C'est pas un problème d'agrégation, c'est pas plus, moins. C'est un problème de lutte pour des imaginaires instituants. Ça, c'est justement la grande question de Castoriadis, par exemple. Comment est-ce que s'établissent, se construisent des imaginaires qui sont instituants, qui surdéterminent le jeu en fait, social. mais justement, mais en fait, que ce soit pas de l'agrégation plus moins, non, mais en fait, en gros, de trancher entre des options qui sont différentes et où en fait vous avez des camps qui sont d'accord. Et typiquement, c'est ce que je disais sur l'écologie politique. L'écologie politique, c'est quand même une offre idéologique qui simplifie un peu ces différentes prises de position autour d'axes qui peuvent mettre d'accord, qui créent du conflit, qui créent des résistances. Vous n'êtes pas sans avoir vu la manière dont les écolos s'en prennent plein la gueule. CF, le sapin de Noël de Bordeaux, CF, les plats végétariens à Lyon, CF, là, les Allemands, ils s'en prennent plein la tête aussi, parce qu'à mesure que l'écologie devient menaçante, je peux vous dire que là, les Verts allemands, toute la classe politique et la classe médiatique et capitaliste allemande s'en donnent maintenant à cœur joie, alors que pourtant les Verts allemands, vous êtes d'accord avec moi, c'est quand même pas des... Ils sont guère menaçants. Ils sont guère menaçants pour le système capitaliste, mais quand même, je peux te dire que... Ils n'emploient jamais le mot d'ailleurs. Ça tape très très fort. Et donc mais ce que je voulais dire, c'est par exemple sur la Convention citoyenne, mais de fait, si on pensait que en gros, sans du tout penser à l'après, en disant en fait la Convention citoyenne, elle va aboutir sur une liste de propositions, et on fait confiance au système institutionnel existant pour les passer tels quels, le sans filtre à la Macron. Mais ça a été une blague du début à la fin, ce sans filtre. On savait très bien qu'à partir du moment où ça allait repasser à la moulinette du système classique, dans les ministères, à l'Assemblée nationale, etc., ça allait être détricoté étape par étape, comme ça a été le cas. D'ailleurs, j'avais commis un texte à l'époque, en 2019, en disant... Franchement, les gars de la Convention citoyenne, c'était un peu un texte que je voulais que les citoyens lisent. Concentrez-vous. C'est plus que ça, pardon Simon, mais je pense que c'est plus que ça la question de la Convention citoyenne. Il ne fallait pas être grand clair pour comprendre que dans l'état actuel, justement, du système capitaliste et des contraintes qui pèsent sur l'accumulation du capital, qui est quand même l'objectif du système capitaliste, tout son objectif tout entier, c'est de permettre l'accumulation du capital. Alors, il n'était quand même pas difficile de prévoir que toute mesure un peu sérieuse destinée à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'était quand même ça le mandat principal, etc., allait contraindre cette accumulation du capital. Allait la contraindre, et que donc Monsieur Macron, qui est le candidat des détenteurs de capitaux, n'allait pas accepter ça, à moins que les mesures en question soient totalement insipides et sans intérêt. Non, mais c'est exactement ce que je disais. Et donc, je comprends pas comment Cyril Dion a pu se laisser prendre... La parole est à Simon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. La question, c'est justement, comment est-ce que tu dis, de toute façon, on ne va pas gagner sur tous les tableaux. Donc, ce que j'avais écrit, c'était
concentrez-vous sur quelques mesures, les plus transformatrices. Mais il faut gagner Quoi sur tous les tableaux. Mais non, Autrement, on ne gagne après, sur aucun tableau. Moi aussi, C'est j'aimerais ça gagner le sur tous les problème tableaux. Donc, actuel. et passer Il faut devant les citoyens. Donc, nécessairement typiquement, gagner sur une tous des les tableaux. propositions qui a été faite dans la Convention citoyenne que je trouvais absolument remarquable, c'était d'interdire la publicité pour tout ce qui est trop destructeur de l'environnement. Une sorte de loi E20 du climat ou loi E20 de la biodiversité qui serait pas si dure que ça à passer, qui est très largement soutenu en fait dans la population, parce que la population elle en a rien à foutre de la publicité en majorité. C'est très facile d'argumenter pourquoi c'est contradictoire. Enfin, on peut pas à la fois faire de la communication positive pour dire éteignez votre robinet et s'il vous plaît emmenez votre enfant à l'école à pied, et puis par ailleurs se faire matraquer comme on se le fait pour des pratiques de consommation qui sont absolument délétères pour partir en vacances à Barcelone, etc. Donc du coup, c'était concentrez-vous sur quelques mesures et puis exigez le référendum. Exiger le référendum. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire, parce qu'en gros, ils ont eu peur de se dire, si on va au référendum, ça pourrait avoir des effets pervers qui est qu'un référendum ne valide pas ces mesures-là. Moi, je pense qu'ils auraient dû, au contraire, avoir le courage de dire, en fait, Emmanuel Macron, c'est pas votre aval qu'on veut, c'est l'aval du peuple. Et quand même, le référendum, c'est un outil très puissant pour contraindre le capital. Ça peut l'être, en tout cas. Et je dis pas que c'est idéal, hein. Un référendum, et dans l'histoire de la Ve République, c'est franchement puant. C'est un truc très plébiscitaire, on vote sur le président, etc. Là, il y avait une manière de prendre le petit pas de décalage, de dire on fait 4 propositions, on choisit dans notre liste de 150, on en choisit 4, celles qui nous paraissent les plus importantes. Pour moi, la pub était importante, parce que symboliquement, c'est important, dans la construction des imaginaires, dans la construction des espèces de philosophie politique de long terme dont tu parlais tout à l'heure, et on soumet ça à l'aval du peuple. Ils n'ont pas choisi ça, c'est un peu dommage, mais je pense que c'est aussi des leçons dont on pourra tirer à l'avenir en se disant ok, la Convention citoyenne, c'est un super outil, il faut s'assurer que le politique représentatif, qui lui n'a que comme objectif d'assurer la maximisation du capital, ne puisse pas mettre ses mains un peu sales et très défendant les intérêts économiques sur ces belles propositions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Oui. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cet échange. Moi, j'ai une question que j'ai un peu du mal à formuler parce que globalement, en fait, donc travaillant à la base, ayant cette question de, on a envie que ça soit un lieu qui rassemble largement. Le fait de dire, et j'ai vu la question en ligne aussi, globalement, les partis qui font des choses, c'est les partis de gauche et de se faire traiter d'écolo, bobo, gaucho, ce qu'on veut, avec tout le temps gauche. Nous, on est un lieu à partisans et on l'a fait exprès pour que justement personne ne puisse se dire on n'a pas le droit de rentrer sous prétexte qu'on soutient un autre parti ou que voilà, notre couleur politique est différente. Et en même temps, comme le disait du coup Simon Persico, actuellement, les partis qui en font le plus au niveau écologie et de ce qu'on voit, c'est les partis de gauche. Et du coup, comme je disais, j'ai du mal à formuler cette question, mais c'est un peu comment est-ce qu'on fait gagner l'écologie dans le politique en sortant de ce côté, des gens se sentiraient mal de passer le pas de la porte de la base parce qu'ils se disent, j'en sais rien, par exemple, on va accueillir la primaire populaire ici pour qu'ils puissent faire signer leur pétition pour que ça puisse avoir lieu. Et globalement, il y a déjà ce retour, en fait, il n'y a que les partis de gauche qui adhèrent à ça, et donc c'est quand même un truc de gaucho, et donc est-ce qu'on se colore pas, et est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied en accueillant ça ? On s'est vraiment nous poser la question en tant de lieu qui défend le fait qu'on est apartisan, et en même temps le fait qu'on est apartisan ne veut pas dire qu'on est apolitique, donc on est obligé là en période d'élection de s'engager plus, mais c'est jamais évident du coup de voir comment est-ce qu'on s'en sort de ce, je sais pas si c'est clivage droite-gauche, mais de dire en effet genre l'écologie c'est l'affaire de tous, et en même temps en ce moment c'est surtout, en tout cas au sein de la dynamique des partis, l'affaire de la gauche. Et donc comment fait-on pour ne pas créer des frontières, notamment dans cette période où ce que proposait du coup Simon Persico, c'est que les citoyens s'engagent aux côtés des partis, que voilà, ça soit pas chacun fait son truc de son côté. Mais comment on fait pour pas perdre du monde en fait dans cette bataille-là ? Merci. Est-ce qu'on prend une autre question ? Oui. Donc, ce que l'écologie fait à la politique, on a vu l'enracinement local, la dimension nationale et internationale. Est-ce que éventuellement l'échelon des métropoles et des capitales, en tout cas, c'est une des hypothèses qui est avancée dans le dossier. N'est-ce pas un bon moyen pour faire avancer le dossier, dans la mesure où il y aura une capacité aussi à capitaliser les expériences, également au niveau international ? Une autre question ? Oui, tout à fait. On va commencer par simplement la question sur la question d'Eva sur la base. Je voudrais donner la parole à Manuel de Relais
parce que justement, comment est-ce que vous faites au niveau de la mobilisation citoyenne pour sortir de ces clivages politiques? Est-ce que vous prenez position là-dessus? Est-ce que vous pouvez répondre à Eva? C'est compliqué. On est souvent traité de gauchiste dès que l'on est un mouvement citoyen qui s'engage délibérément sur un certain nombre de thématiques. Je pense qu'on ne peut pas s'engager dans une action de transition écologique pour l'environnement sans dénoncer les effets du libéralisme. Et donc, forcément, on ne va pas trouver facilement d'alliance avec ce qu'on va appeler les partis de droite aujourd'hui sur une dénonciation des effets libéralisme, puisque c'est quand même leur base. Ceci étant, au CCFD Terre Solidaire, on pense qu'il ne faut pas pour autant renoncer au dialogue. On n'est pas un parti, on est un mouvement citoyen. Et donc, même si on dénonce les multinationales, la financiarisation de la planète, de tout le système, il faut pouvoir en même temps rester en tant que mouvement citoyen en lien avec l'ensemble des acteurs. Et tout à l'heure, on parlait du rapport d'orientation du CCFD. On a pris aussi la décision de parler, de discuter avec ces multinationales, de se confronter à elles, parce que si on veut véritablement peser, c'est avec l'ensemble des acteurs, des acteurs politiques, des acteurs du monde de l'économie que c'est vis-à-vis d'eux qu'on doit faire pression aussi. Merci. On va prendre la question sur les communautés. Alors, je ne sais plus exactement comment elle avait été formulée. Est-ce que Simon ou Marcel, est-ce que tu veux bien la répéter? C'est qui agit, c'est ça, Marcel, qui a le pouvoir de mettre en œuvre. À partir de ce que vous avez dit, je peux la reprendre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la politique, elle s'occupe d'une communauté qui décide de prendre son destin ensemble. L'écologie, c'est pas une communauté qui est soumise à l'écologie, c'est soit une communauté très locale, mais c'est la planète. Donc le problème de qui, c'est important, parce que ce qu'on fait ici en France sur l'écologie, ça a un impact en Afrique sur des personnes précises, ce qui n'est peut-être pas le cas si on décide je sais pas moi, une loi ici en France ne va pas avoir nécessairement un impact en Afrique. Qui, c'est tout le monde. Je dirais. Oui, moi, ma première réponse, ce serait dire c'est à la fois les citoyens en tant que tels, mais c'est aussi l'ensemble des instances de gouvernance. L'écologie, le problème de l'écologie sur toute la planète concerne l'ensemble des acteurs de la planète, les citoyens en tant que tels, les partis politiques, les instances de gouvernement. Et il y a un poids aussi du monde de l'entreprise. Donc je pense que c'est tous les leviers d'action qui doivent être engagés. Voilà, c'est ma réponse. Je vais juste compléter ça. Dans le fond, moi, je suis pour une république mondiale. Autant le dire clairement. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont désormais totalement transnationaux, où en fait la régulation doit être plutôt de niveau collectif. Et en même temps, je suis pour un approfondissement très très puissant de la décentralisation. C'est-à-dire de créer des échelons politiques, pour le coup, là, des vraies institutions, qui ont du pouvoir politique à tous les niveaux, et où en fait la démocratie s'exerce à tous ces niveaux-là. En gros, on est... je sais pas, moi personnellement, je suis grenoblois. Après, je suis, je sais pas, j'imagine... mon bassin de vie, là je suis plutôt sur les biorégions que sur les régions administratives que Hollande a tissées sur une nappe à la fin d'un dîner, mais le concept de biorégion qui est plutôt articulé autour des cours d'eau, etc., des massifs montagneux, etc., je trouve que ce serait des échelons très très pertinents pour organiser la prise de décision à ce niveau-là.
la nation a discuté. En même temps, il y a quand même des organisations qui s'appellent l'État, qui est assez puissant. Donc, d'une certaine manière, pour l'instant, il faut l'organiser démocratiquement. Puis après, les échelons supranationaux qu'il faut démocratiser. Mais ce que je veux dire, c'est que des instances comme le GIEC, par exemple, qui sont des débuts en fait, d'institutionnalisation de prise de décision supranationale, elles sont extrêmement utiles. En fait, cette négociation délibérative et ces rapports de force et cette recherche de compromis à un niveau mondial, elle est absolument fondamentale aussi. Donc là, pour le coup, je serais très différentes identités, différentes échelles. Et l'important, c'est qu'elles soient toutes relativement démocratiques et capables de rendre des comptes et tout. Ça, c'est pour répondre à cette première question. Je vais juste embrayer sur la question sur le rapport au parti. Et là, en fait, on a un peu un problème en France de cette logique de dire ouais, il y a le mouvement social et il y a autre chose qui est le mouvement politique. Et quand je parle de clivage, c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que la réalité de ce que c'est que ces mouvements idéologiques, c'est des mouvements sociaux, des citoyens qui sont porteurs des valeurs, qui sont aussi situés, qui ont des réalités professionnelles, des réalités sociales, familiales, territoriales, etc., qui les lient à ces mouvements sociaux, et des partis. Et en fait, la France, on a un petit problème, entre guillemets, c'est pas propre à la France, mais la France, c'est particulier. C'est quand même le moment, la charte d'Amiens, au début du XXe siècle, dans lesquels les syndicats ont décidé qu'ils se dégageaient, enfin, ils s'écartaient du mouvement politique. Les syndicats, c'était le mouvement socialiste, le mouvement ouvrier. Et en fait, il y a des pays dans lesquels c'est pas du tout le cas, dans lesquels les syndicats ont toujours considéré qu'ils étaient partie prenante du mouvement ouvrier, du mouvement socialiste, et où, par exemple, vous prenez l'Angleterre, le Labour, il a les syndicats, la plupart des syndicats qui sont aussi membres du parti. En France, les organisations de la société civile ont complètement décidé de faire un pas de côté. Puis aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile parce que les partis sont cramés aux yeux des électeurs et aux yeux des citoyens. Donc je comprends très bien que toi, quand tu as quelqu'un qui rentre et qui veut faire de l'écologie, si tu lui dis tiens, parti, élection, etc., il part en courant, il n'a plus du tout envie de faire ça. Et en même temps, je pense que c'est un problème fondamental. Parce qu'en gros, il faudrait, et c'est tout à fait naturel, ce serait tout à fait naturel de dire, bah écoute, rentre ici, viens, on va aller faire de la désobéissance civile demain, on va aller s'installer dans une ZAD, et on va aller distribuer des tracts, et on va aller voter, et même, sans doute, tu seras élu dans 15 ans, parce que tu auras été formé et que tu auras plein de bonnes idées pour être élu sur une liste partisane. Parce que cette division des tâches, elle est vraiment dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'un côté un espèce un champ politique qui s'autonomise, pose des problèmes parce que vous avez des professionnalisations, des gens qui cumulent des mandats, etc., qui s'éloignent de ce terrain social d'où ils viennent. On le voit même chez les Verts, ça. Parce que les Verts, ils étaient tous des militants de terrain au départ, et puis après, ils décident de faire de la politique, puis ils s'en éloignent progressivement. Et donc, au contraire, moi, j'aurais tendance à dire, c'est bien que vous vous posiez la question, et si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est ne soyez pas si partisans que ça. Soyez assez direct et assez honnête, surtout pas forcément dans votre communication publique, etc. Il faut être malin sur la manière de faire, mais il faut aussi regarder les choses en face, quoi. Quand tu vas négocier, je peux vous le dire très clairement, quand les associations écolos allaient négocier avec Michel Destau, qui était un socialiste, alors certes, je vais dire, il faut faire l'alliance avec les socialistes, c'est vrai, mais ça c'est pour des raisons purement électorales, mais on va dire, qui était un socialiste assez technophile, la métropole, le technopole, etc., et qu'ils vont négocier avec Eric Piolle, c'est pas du tout la même réponse. Et ça, il faut être honnête là-dessus. Franchement, il faut être très honnête, parce que sinon, en fait, il y a une forme d'hypocrisie. Et puis encore une fois, une accentuation de cette division des tâches qui font que les deux perdent d'une certaine manière. Enfin, j'imagine que vous êtes assez vénère que la région reste à Valérie Pécresse. Honnêtement, ça va poser des problèmes pour toute une série de mouvements écologistes. Je sais pas, pour à Gonesse, etc. On va voir ce qui va se passer, mais c'est clair. C'est pareil pour le Lyon-Turin. Chez nous en bas, c'est assez simple. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une réflexion à faire pour les mouvements. Et après, je suis bien conscient que c'est très difficile pour eux, parce qu'eux aussi, ils sont dans des rapports de dépendance avec l'État. Et qu'en gros, indiquer si les assos environnementales Île-de-France commencent à indiquer un peu trop de préférences partisanes, terminer les subventions, etc. Donc, c'est un jeu compliqué, mais j'aurais tendance à dire continuez à y réfléchir, essayer de trouver des espèces de solutions pour quand même être assez clair là-dessus, parce que je trouve sinon on n'avance pas vraiment. Et aussi de dire, allez, engagez-vous dans les partis. On peut très bien avoir deux casquettes, quoi. Franchement, c'est pas impossible. Oui, je pense qu'en même temps, on a un rôle de poil à gratter vis-à-vis des partis politiques, quels qu'ils soient. Les mouvements citoyens ont, quel que soit le parti qui gouverne, quel que soit
la représentation ont à interpeller les politiques. Et je pense qu'on peut avoir, en termes d'orientation, etc., des orientations politiques au sens un peu général du thème, mais en termes ensuite d'organisation, à rester suffisamment indépendant des partis politiques pour jouer notre rôle citoyen. Voilà, je mettrai un peu de nuance dans ce que tu dis. Il y avait la question des métropoles, de l'échelon de métropole. On va prendre une ou deux autres questions s'il y en a. Oui, Benoît, c'est toi qui as posé cette question, on prend juste une question avant et après on te donne la parole pour répondre. Je voudrais simplement poser une question un peu coup de poing. Je ne sais pas, dans le titre, vous dites l'écologie façonne et chamboule l'arène politique. La question que j'ai, c'est est-ce que ce n'est pas l'écologie qui est en train de se diffuser et de manger calmement par tous les partis politiques? Merci. Xavier, sur la question des métropoles? Oui, alors je réponds sur cette question. Je ne crois pas que la tendance aille dans le sens que tu dis, Benoît, parce que historiquement, l'écologie politique prône plutôt la démétropolisation. Donc on peut pas, à moins d'une contradiction totale avec les conceptions de l'écologie politique, on ne peut pas se dire que la solution passe par la métropolisation. Elle désinvestit plutôt la métropole pour plaider en faveur d'agglomérations de petite taille. C'est tout à fait, par exemple, la thèse de Kropotkin, qui est un des pères spirituels de l'écologie politique, Kropotkin l'anarchiste, qui est un des penseurs de le communalisme libertaire, dont les écologistes actuels se réclament. Le communalisme libertaire à la Bookchin ou justement à la Kropotkin. Des petites communes qui reposent sur l'entraide immédiate et directe et qui, précisément parce qu'elles font l'expérience quotidienne de l'entraide, auraient une tendance spontanée à se mettre en rapport les unes vis-à-vis des autres sur le mode de l'entraide. Et de ce point de vue, pourrait se passer d'une instance coordinatrice nationale qui s'appelle État, qui au contraire deviendrait une menace à cette entraide spontanée, qui éviterait les conflits d'attribution de ressources, par exemple, ou les conflits de pouvoir entre communes libres, parce qu'elles seraient, ces communes libres, complètement inscrites dans une expérience quotidienne de l'entraide, qu'elles reporteraient au niveau de leurs relations nationales. Ça, c'est la thèse de Kropotkin. Et cette thèse, on la retrouve très clairement chez Charbonneau et chez Gortz et chez les principaux penseurs de l'écologie politique à partir des années 30. Voilà. Alors, j'avais un truc à dire à Simon. Ah oui, Simon disait « La révolution industrielle a accouché de la démocratie libérale ». Moi, j'avais plutôt envie de dire « La révolution industrielle a accouché du socialisme et de la critique sociale. » C'est de ça qu'elle a accouché, avant d'accoucher de la démocratie libérale. La démocratie libérale telle que nous la connaissons est plutôt le produit d'un compromis social-démocrate qui date de l'après-guerre et qui a été forcé par un rapport de force, défavorable au capital et qui a obligé, les entreprises à accepter le programme du Conseil national de la résistance, à accepter justement la sécurité sociale et l'État-providence, alors même qu'elles y étaient farouchement opposées avant-guerre, parce que ça, le système de l'État-providence, il vient trouver ses assises dans la pratique mutualiste et coopérativiste du mouvement ouvrier qui avait existé bien avant, et notamment au 19e, et qui a pris un tour étatique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
Et certains d'ailleurs l'ont regretté, parce qu'on a eu beau asseoir ça sur le dialogue social et la coopération entre les partenaires sociaux, le caractère obligatoire du régime et le fait qu'il s'appliquait de façon uniforme à toutes les catégories sociales, ça a suscité de violentes résistances, hein, notamment chez les indépendants qui ont obtenu leur régime à eux, notamment chez les agriculteurs qui ont obtenu leur régime à eux. Donc la mise en place du système universel de la sécurité sociale, il a fallu, n'est-ce pas, des efforts considérables pour y parvenir. Et on y est parvenu parce que l'État a mis son poids dans la balance, et il l'a mis parce que précisément, il avait quelque chose à faire payer aux entrepreneurs, et notamment donc aux grosses entreprises qui avaient trahi la France sous Vichy, hein, et qui avaient pris ouvertement le parti de l'occupant. Donc ça, évidemment, c'était insupportable à l'époque, en 1945 pour De Gaulle. Donc il fallait leur faire rendre gorge, et il fallait absolument que, de ce point de vue, le compromis historique du Conseil national de la résistance, qui a été aussi arraché au terme de négociations très fortes entre les communistes et les autres composantes du Conseil national de la résistance qui n'étaient pas communistes. Bon, tout ça, c'est pas le produit naturel de la révolution industrielle. Non, le produit naturel de la révolution industrielle, c'est le socialisme, avec ses différentes obédiences anarchistes, marxistes, etc. C'est ça le produit, à mon sens. Hein. Et ce produit-là, il a par ricochet, et en particulier le ricochet qui n'est pas petit de la révolution russe, il a par ricochet abouti à quelque chose qui s'est appelé l'État-providence. Merci Xavier. Voilà. Alors, et l'écologie est plutôt un caillou dans le soulier de cette magnifique engrenage, plutôt que quelque chose qui vient, un truc qui vient huiler le processus. Ça a été un caillou dans le soulier parce que précisément il renvoyait dos à dos les communistes et les libéraux, dos à dos, en raison de leur même asservissement au système technique, au système des fatalités. Merci Voilà. Xavier. Merci. Moi, par rapport à ce que dit Xavier, on a la parole du philosophe. Dans la pratique, aujourd'hui, force est de constater qu'on a un certain nombre de grandes villes, de grandes agglomérations qui sont des lieux réels d'expérimentation d'une alternative, d'une autre manière de vivre, d'alliance entre élus et citoyens pour essayer de construire des alternatives écologiques, et ça partout sur la planète. Et c'est des phénomènes intéressants à regarder. Je ne sais pas bien où ils vont nous conduire, mais c'est des phénomènes intéressants à regarder parce que là, il y a une alternative politique qui est en train de se construire, et une alternative réellement démocratique associant les citoyens. À petite échelle, pour le CCFD, on l'a vu au moment du Forum international sur le bien vivre qui a eu lieu à Grenoble et qui a rassemblé un certain nombre de villes, justement, qui réfléchissaient à cette question du bien vivre. Et là, l'écologie au sens global que tu dis, et non pas restreint, si tant est qu'il est restreint du climat, mais du bien vivre pour citoyens, et réfléchissez ensemble, des élus politiques, des chercheurs, des citoyens, pour essayer de construire à échelle d'une agglomération la question du bien vivre, qui est la question de l'écologie. Merci beaucoup. Je rappelle que Latouche, philosophe historique de l'écologie politique, hein, Serge Latouche, fixait à environ 300 000 le chiffre maximal d'une ville écologique, hein, pour limiter les déplacements intérieurs, pour limiter tous les problèmes d'engorgement liés à la métropolisation, et notamment le problème des déchets, le problème du recyclage. Pardon ? Dans le micro, oui, pardon. Je refuse ce micro. Je le rejette de toutes mes forces. Mais il y a des gens qui écoutent là-bas. C'est un asservissement à la technologie. Voilà, asservissement. Donc 300 000 personnes dans une métropole par Serge Latouche. On va juste prendre la dernière question sur la potentielle dilution de l'écologie dans la politique. Simon, si vous voulez la prendre. Ouais, mais ça, moi, ma thèse, elle portait sur la réaction
des partis non écologistes à l'environnement. Donc comment, en fait, les partis non verts ont fait avec cette écologie politique. Et en fait, ce que vous décrivez, c'est une vraie période dans le développement de l'écologie politique, mais c'est une période qui est un peu révolue maintenant. Il y a eu... La première réaction, ça a été de dire ouais, de toute façon, vous êtes des fous, vous êtes des illuminés, vous oubliez la question sociale, ça c'était du côté des socialistes, ou vous voulez défoncer le capitalisme, donc ça c'était la version de droite. Après, il y a eu le côté tiens, on essaye de récupérer. Et vous avez eu tous les discours, hein, la planète brûle, notre maison brûle et on regarde ailleurs, Chirac, vous avez eu Sarkozy avec le Grenelle de l'environnement, etc. Puis vous avez Make a Planet Great Again. Donc bon, il y a toujours ces tentatives-là. Mais en fait, ce qu'on observe désormais, c'est une radicalisation, en tout cas par les ennemis objectifs de l'écologie, sur de dire non, en fait, je suis contre. Quand vous prenez... alors ça, c'est très clair aux États-Unis. Donc les États-Unis, maintenant c'est clair, le parti républicain, il est climato-sceptique, il le dit, il en a rien à foutre, c'est drill baby drill, c'est on va construire le maximum de pipelines, etc. En France, c'est un peu plus compliqué parce que bon, il y a eu cette tradition de politisation consensuelle, on va dire, de l'écologie. Mais cela dit, à mesure justement que le parti écologiste se développe, que même que l'idée même de décroissance commence à trouver un peu des défenseurs, etc. dans l'espace public, maintenant c'est plus ça. Enfin, je veux dire, regardez le coup sur les ennemis de la République. Vous voyez bien les ayatollahs, les Khmers verts, les Amish, etc. Vous voyez bien quand même que ça commence à taper beaucoup plus fort. Et ça oblige du coup à dire non, mais en fait on va faire modérer. En matière d'écologie, quand on commence à dire on peut pas faire ça si vite, etc., on se rend bien compte qu'il y a quand même cet éloignement. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec ce diagnostic, même si ça reste toujours facile de dire nous c'est l'écologie réaliste, c'est l'écologie qui n'est pas punitive, etc. Mais tout ça masque des formes de renoncement qui sont de plus en plus forts et des formes aussi de volonté de taper de plus en plus fort, notamment sur les mouvements environnementaux. Hein, quand vous regardez le rapport entre l'État et les mouvements écologistes un peu désobéissants, etc., qui devient de plus en plus violent. Donc non, j'aurais tendance à dire peut-être dans le discours consensuel, mais dès qu'on gratte un peu le vernis greenwashing, on se rend bien compte qu'au contraire, c'est plutôt un affrontement qui est en train de se créer, de plus en plus conflictuel. Et c'est pas plus mal, en fait. Le conflit, mais ça, j'étais tout à fait d'accord avec ce que disait Xavier tout à l'heure, quoi. Le conflit, c'est ça la base de la politique, quoi. C'est sur quoi on n'est pas d'accord et comment on réussit à créer des coalitions fortes autour de nous pour dire, en fait, le camp des pas d'accord, il est plus fort que le camp des d'accord. Donc on va finir par triompher. Juste un dernier point sur la métropole, parce que c'est clair que les métropoles, le concept de métropole, c'est un concept extrêmement productiviste, qui pose de gros problèmes. Les métropoles, elles ont été développées pour créer des gros pôles de regroupement des richesses, de concentration, de création de clusters économiques, industriels, même universitaires, etc. C'est vraiment l'aménagement du territoire à la old school française à partir des années 60. Et ça a pas mal marché. Et du coup, maintenant, on est face à une situation, et c'est là où je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Emmanuel, elles existent de fait. Ces grands espaces agglomérés de métropoles où en gros les habitants vivent sur le territoire, enfin les infrastructures elles existent, les habitants ils habitent, donc du coup de fait il faut maintenant, c'est l'échelle de la métropole qui est pertinente. Et là on voit vraiment le problème de la réforme territoriale qui fait que ces métropoles sont pas du tout démocratiques par contre. À l'exception de la métropole de Lyon où en gros vous avez du suffrage universel direct, dans les autres c'est de la mauvaise politique avec des espèces d'accords comme ça, de co-gestion, je te construis ma piscine, et tu me fais ma route, et je te fais mes poubelles, etc., sans que les citoyens aient vraiment leur mot à dire, parce que c'est que des deals entre maires, etc. Donc là, moi, je serais vraiment pour de dire, de toute façon, ces métropoles, elles existent de fait, donc il faut les démocratiser, il faut aller faire l'étape d'après, qui est suffrage universel direct pour l'élection des représentants métropolitains, ce qui n'est pas le cas actuellement. Tout en ayant bien conscience du fait qu'il faut arrêter absolument avec la métropolisation au sens de concentration des ressources, des habitants, de l'activité économique dans quelques pôles territoriaux, ce qui est une aberration écologique la plus totale. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais cela dit, elles existent et il faut les rendre plus démocratiques et puis avoir des politiques d'aménagement du territoire qui sont de dire, en fait, les métropoles, vous savez quoi, votre trajectoire, ça va être, comme la France d'ailleurs, la décroissance, quoi. Enfin, en gros, on va essayer de faire en sorte que ce soit beaucoup plus homogène et de recréer, de faire de l'exode rural inversé, quoi, de l'exode urbain, d'une certaine manière. Oui.
Merci beaucoup. On approche de la fin. Déjà ? Et oui, déjà. Donc, merci vraiment d'avoir participé à ce plateau. Donc, apparemment, il y a quand même des voies à investir pour réussir à démocratiser l'État et à avoir vraiment un impact pour que vraiment l'écologie puisse faire quelque chose à la politique et que la politique devienne écologique. Merci à vous vraiment tous d'être venus. L'échange pourra se continuer un peu dans la salle, peut-être. Tous les intervenants, ou presque, le CCFD a écrit dans le dernier numéro de la revue Projet, donc ce que l'écologie fait à la politique. Simon aussi a écrit l'article d'introduction et Xavier a écrit l'article de conclusion. Donc très beau dossier, bien plus loin, qui va encore plus loin que ce qu'on a pu faire ce soir. Il y a une table à la sortie avec les différents numéros de projet, ceux qui traitent de politique, mais on traite aussi d'écologie. Mais on a aussi, la politique fait partie de nos thématiques prioritaires, l'écologie aussi. On s'intéresse également aux questions de migration, d'économie. Donc on vous invite à nous découvrir si vous ne nous connaissez pas. Et on en profite parce qu'on cherche un ou une alternante en communication et marketing. Donc, si jamais vous connaissez des gens autour de vous, vous pouvez les renvoyer vers l'offre qui est sur notre site. Voilà, merci beaucoup. Et merci à nos intervenants et intervenantes.